Vous écoutez Top Liners, le podcast de l'efficience commerciale par Acheron et Bismart. Décrypter les pratiques du moment, mettre en lumière les leviers de la performance. Des éclairages concrets pour accompagner les décideurs d'aujourd'hui et de demain. Nous vous retrouvons sur le 4e et dernier épisode de Top Liners, le podcast de l'efficience, de l'efficacité commerciale de toutes ces équipes qui au quotidien vont chercher cette top line, ce chiffre d'affaires, cette croissance pour nos champions français et internationaux. Alors nous avons parlé de moult sujets avec mes compères. À ma gauche, Laurence Yvon d'Acheron. Bonjour Laurence. Bonjour à vous deux, ravi d'être là. Et à ma droite, Frédéric Bonneton. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurence, bonjour Mathieu. Alors, donc je le disais en introduction, nous avons parlé de quand est-ce qu'il faut faire évoluer ou changer son plan de rémunération. On a parlé d'objectifs, on a parlé de gamification. Là, on se concentre peut-être à l'étage du dessous. On va toucher aux hommes et aux femmes. On va toucher à l'engagement, on va toucher aux valeurs, à l'inspiration et donc à la contribution que chacun apporte à l'entreprise. Et ça se traduit en dessous du mode de rémunération, du modèle de rémunération. Ça se situe plutôt dans le plan d'orientation des efforts, si je ne me trompe pas, et les feuilles de route, Laurence. Oui, alors effectivement, déjà, quand on est clair sur ces objectifs qu'on a distribués à l'heure, très tôt, avec des plans de rémunération lisibles, motivants, On a déjà fait pas mal de taf. Déjà, on là. est pas mal quand même. Avec un challenge qui motive tout le monde et ils sont comme des fous sur le jeu, ils n'ont qu'une envie, c'est d'y aller. Et il y a un moment, tu te lèves à 5 heures. Et puis, il faut y aller. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je vais visiter mes clients par ordre alphabétique et je verrai Allianz et AXA avant les autres? Ou est-ce que je le fais par géographie? Ou est-ce que je prends mes clients existants versus les gens que je dois prospecter? Donc, tu vois, je touche le sujet de l'orientation des efforts, qui est un des points clés pour aller générer de l'efficacité. Mais le commercial, au final, il se retrouve face à lui-même. Et ce matin, je vais où? Et je prends mon téléphone pour prospecter et j'appelle qui? Et donc, cette notion d'engagement, pour moi, c'est de les faire passer d'une attitude extrêmement opportuniste, voire passive. On va attendre les opportunités qui arrivent, du marketing, et puis je verrai bien ce qui tombe sur mon territoire, que je veux le plus grand possible, à une attitude stratégique. Et l'idée pour moi, c'est qu'ils deviennent vraiment le CEO de leur territoire et ils savent, comme s'ils étaient le patron de leur PME, ce qu'ils vont faire pour atteindre leurs objectifs et puis avoir leur PNL à leur étage, si tu veux, avec toutes les dimensions qu'on a évoquées ensemble. Ok, d'accord, mais ça se traduit comment de devenir le CEO de son territoire? Ça réclame une hauteur de vue, ça réclame un recul, une compréhension des datas des années d'avant, des chiffres. Tu sais ce que je vais te répondre là? Je vais te dire une bonne application et de la technologie dans les mains, bien Au sûr. hasard. Déjà, pour avoir une vision à 360 de ton client, de ce qu'il a acheté les années précédentes, des commandes qui sont en souffrance, des remises qu'on lui a faites, de son fameux NPS score pour connaître sa satisfaction. Donc, c'est beaucoup plus simple quand tu as sur ton iPad la vision à 360 de ton client, la liste des clients que tu dois aller voir dans ta journée, les produits que tu dois pousser, parce que là aussi, l'idée, c'est que pour remplacer l'oralité de ton middle manager qui doit te dire t'oublies pas les produits green parce que c'est la stratégie de la boîte. Bon, si tu as tout dans tes mains, ça te permet d'être beaucoup plus efficace et puis beaucoup plus pertinent, donc aussi beaucoup plus crédible vis-à-vis de ton client et même dans la notion, tu sais, de ce qu'on appelle les accords commerciaux, qui sont toutes ces négociations qui ont lieu d'année en année, ou vers la grande distribution ou dans des comptes clés ou des industries particulières, pour être beaucoup plus efficace. Donc l'idée, eh bien oui, c'est qu'on mette de l'innovation et de l'application, mais pour leur faciliter la vie, pour faire en sorte qu'ils soient encore plus efficaces. Ouais. C'est ce qu'on appelle en fait on accompagne les commerciaux sur la construction de ce qu'on appelle des plans de compte. D'accord, donc on les fait bosser, c'est quoi ton avantage concurrentiel, sur quelle cible, quelle est la valeur de notre offre, sur quelle cible, et ensuite tu dois me faire un objectif par cible et comment tu vas y arriver. Donc on les amène à travailler effectivement pour avoir une priorisation de leurs actions par client et par produit. Effectivement, quand ils ont un outil, c'est plus efficace parce qu'ils ont la data, C'est ça. ils sont capables de piloter leurs efforts, en fait. Et pareil sur l'orientation des efforts, comme l'évoquait, parce que c'est très parlant quand Laurence nous dit je commence par ordre alphabétique, tout ça. Je veux dire, c'est
Toi, de ce que tu vois, c'est pareil, il y a une évolution, il y a une tendance sur l'allocation des efforts. Il y a évidemment la strate qui rentre en compte, j'imagine. Tiens, bon, bah, l'immobilier, on va peut-être un peu moins y aller cette année Mm. parce que c'est peut-être pas la folie. Il y a des nouvelles façons de faire, que ce soit en termes de système de rémunération ou de modèle de leadership commercial dont on reparlera à la fin, Frédéric. Alors, tu as deux effets pervers majeurs, en toute façon, quand tu as des commerciaux. Le premier, c'est un phénomène de capillarisation restreinte, hein, c'est-à-dire qu'ils vont travailler beaucoup autour de chez eux, donc c'est pas vraiment stratégique. Et ensuite, ils vont commencer par les clients qu'ils connaissent bien et avec qui ils sont sûrs de faire. Voilà. Donc, c'est pas non plus stratégique. Donc, l'idée pour les rendre stratégiques, effectivement, c'est ce travail dont parle Laurence, hein, où tu as un manager qui te demande tes plans de compte. Voilà, c'est pas difficile. Et le marketing vient de te nourrir, évidemment, avec de la data, marché, avec ça sera plus facile, etc. Mais après, c'est à toi, si tu veux être CEO de ton territoire, c'est à toi de dire, ben voilà, j'ai tel portefeuille, tel type de clients, ils sont équipés avec tel type de produit, je vais peut-être pouvoir faire ça, et voilà, et tu vas faire ton forecast. Comment tu vas le faire, ton million? Exactement. Tu vas voir comment tu vas faire ton million. Et pour le coup, Et à quelle vitesse. les commerciaux qui ont, pour l'avoir vécu, un vrai plan construit, que tu peux appeler route to success, c'est un critère clé de succès. C'est-à-dire que ceux qui te disent, bon, alors moi j'ai 1 million, alors je t'explique, je vais le faire comme ça, j'ai autant sur ma base installée, par ligne de produits, avec mon canal indirect, mes partenaires, le marketing, etc. Plus ils sont clairs, plus tu peux leur faire confiance. En fait, c'est un vrai signe de maturité et de maîtrise et de confiance, en fait, dans sa façon d'opérer, qui pour moi est un critère clé de succès. Sur Bismart, on reçoit des gens, des exco members de très grandes boîtes, mais aussi de plus petites boîtes. On ne voit pas ce genre de finesse dans l'exec, dans toutes les PME. Non. Ça commence à une certaine taille pour que ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, peuvent se dire, tiens, je suis peut-être concerné. Honnêtement, tu as intérêt à le faire. Ouais, à Zap, bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que dans la boîte où tu as un directeur commercial, mais qui lui-même peut-être est commercial aussi, ça commence quand, ce genre de prisme? Tu soulèves un sujet qui est, à mon avis, gravissime, qui consiste à dire, je t'ai recruté, il y a marqué commercial sur ton CV, donc tu sais faire. Donc vas-y, quoi. Toi, c'est sur les étagères, va vendre. Mais en fait, souvent, tu n'as pas été formé. Les écoles de commerce forment au business, à la gestion, pas au commerce, hein, tout le monde le sait. Et donc, voilà, si tu ne formes pas tes équipes, elles ne savent pas faire. Il n'y a pas de génération spontanée en disant ah ben, je sais comment faire un plan de compte. On peut se former au commerce? Ah ben, je te conseille de te former au commerce. Non, mais je connais de très bons Bien organismes. évidemment. Non, mais je te lance la perle. Non, mais je fais une digression. On peut se former au commerce de façon académique avant d'être en train de bosser. Ah, il commence à y avoir des écoles, je pense. Hein, ouais, bien sûr. Ouais. Après, je suis pas sûr que un jeune qui a jamais travaillé, Tu vois, c'est jamais ça ma rien question. vendu, il comprenne toutes les finesses. Après, il y a de l'inné aussi. Il y a du rapport, mais c'est plus un côté commerçant que commercial. Peut-être que. En fait, le vrai, t'as quand même un sujet. Je vais te raconter une petite anecdote, juste pour éclairer le sujet. J'avais écrit un bouquin en 2017, ça s'appelait Négociation émotionnelle. Je prends rendez-vous, je crois que c'est Ramananso, le patron d'HEC, je lui dis, il serait bien de faire un... On salue. Voilà, et il me dit, non, j'aurai des gens pour un master marketing stratégique, j'aurai des gens, mais pour un master négociation-vente, j'aurai personne. Si, en exécutive, mais pas en étudiant. Tu vois, et tu as quand même un sujet d'attractivité sur le sujet. Donc, si tu as un sujet d'attractivité, tu n'as pas d'offre de formation, enfin, pour répondre à ta question. Et la digression, mais qui n'a rien à voir, je me suis fait refuser d'une école top 5 de management. Heureusement, j'en ai intégré une autre de ce top 5 parce que j'avais dit que le commerce, je trouvais ça intéressant et on m'a dit, allez passer un IUT. Ouais, c'est Ouais. Et hallucinant. moi, provincial, tout jeune à l'époque, j'avais même pas compris l'insulte. Ouais. Et que je considère pas comme une insulte. Mais sur le moment, d'une prof de finance d'une bonne école plutôt dans la région Rhône-Alpes, que je salue d'ailleurs, merci infiniment de m'avoir permis d'aller ailleurs. Du coup, effectivement, on voit bien qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était encore un Ouais. peu tabou. Ouais, exactement. On a parlé donc de ces feuilles de route et de ces plans d'orientation des efforts. Est-ce que, Laurence, avant qu'on passe sur le sujet de l'adhésion après, tu peux nous dire comment est-ce que, tout comme les challenges permettent de boucler des trimestres, tout comme la stratégie peut évoluer, la feuille de route, elle peut évoluer aussi? Bah oui, et elle doit évoluer. C'est même sa première propriété, ça va être de guider les commerciaux dans l'orientation de leurs efforts, déjà pour les assister, pour dialoguer avec eux, pour leur communiquer les informations que tu veux leur donner sur le terrain,
et aussi quand ils en reviennent pour pouvoir les écouter et puis leur apporter ce dont ils ont besoin. Parce que c'est toujours un travail d'équipe, c'est pas des loups solitaires sur le terrain qui peuvent vraiment changer la donne. Ils vont essayer, mais l'idée, c'est qu'en équipe, on puisse comprendre dans leur feuille de route quels sont les besoins d'aide qu'ils ont, comment l'entreprise peut les assister sur des axes qui sont des remontées du terrain extrêmement précieuses. Et donc là, bien sûr, l'intérêt de la technologie, c'est de pouvoir agir très rapidement, d'orienter leurs efforts là où notamment tes fonctions de Sales Excellence vont te dire attention, on a du churn sur telle ligne de produit, ou en Belgique, ils ont fait telle initiative qui se passe super bien, on peut le répliquer, etc. Donc on va gagner énormément en réactivité sur le terrain, et puis en confort et en plaisir pour le commercial qui est guidé et qui va, à partir de cette feuille de route, pouvoir exprimer toute sa créativité. Ah, mais tu me fais même rêver d'une feuille de route évolutive avec l'attraction éclairée par le service marketing qui t'explique là où il y a de l'attraction. En réalité, on ne parle pas de feuille de route, on te sert juste des leads, mais qui s'adaptent par rapport à une strat. Ce serait formidable, ça. Ouais, il faut bien nous voir. À condition que la rémunération ne dise pas le contraire. Bien sûr. Alors, est-ce qu'on doit gagner autant sur un lead fourni par le marketing que sur un lead trouvé soi-même? C'est une bonne question qui revient toujours à la même chose. Qu'est-ce que j'attends de mon commercial? Et qu'est-ce que j'attends de mon marketing? Exactement. Exactement. Et d'ailleurs, est-ce que le marketing doit toucher si le commercial amène ça? Mais ça va de j'attends de mon commercial qu'il fasse du chiffre d'affaires et puis point barre, à non, je veux qu'il soit responsable de la marge, je veux qu'il fasse du développement, je veux qu'il représente la marque. Voilà. En fonction de la manière dont tu définis ce que tu attends de ton commercial, tu vas le rémunérer différemment. Et vous ne pourriez tous deux me faire un meilleur marchepied vers la deuxième question de ce podcast. Qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour provoquer l'adhésion? Parce qu'on a parlé process, en tout cas orga avec feuille de route et plan d'orientation des efforts, ou plan de compte, comme tu le disais Frédéric. Donc là, on m'a dit d'aller par là et on m'a expliqué, ou en tout cas on a co-construit ensemble comment y aller. Mais moi, personnellement, comment je m'y retrouve et comment j'adhère à tout cela chaque matin. Et donc, je crois que, Laurence, tu nous parlais d'un côté d'histoire individuelle et de l'autre côté d'histoire collective. Oui, je vous ai aussi beaucoup parlé de reconnaissance positive. Je pense que l'adhésion, ça se crée. Alors déjà, tu sais, c'est la transparence qui donne la confiance. Donc déjà, si on peut éviter tous les effets pervers dont on a parlé, parce qu'il n'y a pas d'erreur, parce que c'est simple, parce que c'est juste, parce que c'est compris, parce que c'est bien communiqué. Bon, déjà, on a fait un bon bout du chemin quand même sur l'adhésion. Et après, reconnaissance positive par rapport aux efforts qui ont été fournis et aux résultats qui ont été obtenus. Et vraiment, c'est la dimension humaine que je mettrais en avant. On parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui. Ben moi, j'ai envie de mettre de l'intelligence humaine, de la proximité du management, du COMEX, qui doit être aussi près de ces gens et de les écouter, d'entendre ce qu'ils ont à dire sur le terrain et de mettre en œuvre tous les moyens dont ils ont besoin, tout simplement pour gagner des parts de marché, pour faire la différence face à une compétition. Ça ne se gagne pas tout seul, ça ne se perd pas tout seul. C'est toujours un sujet d'équipe, donc d'écoute, d'action. Et l'adhésion et comment on les fédère, je pense que ça se tisse à la croisée de ces chemins. Frédéric? Je pense que si tu as un système de rémunération, comme on l'a dit lors du premier podcast, qui est aligné sur la stratégie, effectivement, quand la stratégie bouge, ton système, il doit évoluer. D'accord? Et là, tu dois donc changer son système. Et honnêtement, ça fait 30 ans que je fais ce job. Je n'ai jamais vu un commercial dire « Ah, si vous changez, c'est pour me donner plus ». Donc, en permanence, tu génères de la suspicion, il va falloir démontrer que ça fonctionne, etc. Donc, la transparence est hyper importante, évidemment. Et il faut que les promesses soient tenues. Donc, il ne faut pas te gourer dans les objectifs. Et il faut, pour ça, que les commerciaux aient envie de montrer que ça fonctionne. Et pour ça, il faut avoir des managers qui relaient fort, quoi. Et les managers qui relaient fort, c'est, je crois, ton dernier point sur le mot-clé de ce podcast numéro 4, leadership commercial. Et je surfe sur ce que tu disais en filant la comparaison ou la métaphore. Comment est-ce qu'on vient présenter des pay plans, des plans de REM à des commerciaux alors qu'il peut y avoir de la suspicion et peut-être même, on l'a vu, des plans de bonus de plus en plus difficiles parce que je suis de moins en moins junior dans mon poste et que, oui, si je vends plus, je gagnerai toujours plus. Mais si je vends pareil... Est-ce que je touche pareil? Ouais. Et d'ailleurs, alors, tu vois, c'est exactement le cœur du sujet. C'est-à-dire qu'en fait, nous, quand on change le pay-plan, on forme... D'abord, on veut que ce soit les managers qui présentent. Parce que si c'est la direction générale, la RH ou le consultant, toi, tu as les managers, ils sont assis dans la salle et ils te regardent, je suis à côté de mes équipes et je vais tout faire pour montrer que je suis avec eux. Tu vois. Donc, c'est à eux de le défendre. Et pour qu'ils le fassent bien, on les forme.
Il y a 7 erreurs à éviter, donc on les forme aux 7 erreurs à éviter, on les forme aux objections. Et la première objection, qu'est-ce que c'est? C'est « Ok, chef, j'ai bien compris, mais si je fais la même chose que l'année dernière, est-ce que je touche pareil ?» Voilà. Et ça, c'est une question, si tu ne sais pas répondre, tu as loupé la Mais tu mise peux, en œuvre du tu système. peux pas être franc en disant bah non, t'es meilleur. Enfin, tu connais mieux ton secteur, on t'a plus accompagné. Il est normal que tu sois en croissance. Par contre, si tu Alors, gagnes, si si tu me tu vends dis, plus, tu gagnes plus. ouais, mais ça, vous dites ça chaque année, donc je vais pas. Non, Ouais. ça, c'est Alors, c'est ce que tu as envie de dire, mais c'est pas ce qu'il faut dire. qu'est-ce qu'on répond, Frédéric, à cette question? Eh ben, tu lui réponds que si tu voulais qu'il fasse comme l'année dernière, tu n'aurais pas changé son système de rémunération. Et donc, en fait, la question, c'est pas si je fais comme l'année dernière, est-ce que je touche comme l'année dernière? La bonne question, c'est pour toucher comme l'année dernière, qu'est-ce qu'il faut que je fasse cette année? C'est pas du tout la même chose. Et donc, tu en as toute une série comme ça, où il faut pas tomber dans les pièges, sinon tu n'es pas bien, t'es pas bien en tant que manager, et puis ton système de REM, il va dans le mur. Et après, il faut le communiquer de façon claire. Donc, Absolument. sur les portables, où tu vois immédiatement le péplan que tu as reçu, qui est parfaitement lisible, compréhensible, tu vas pouvoir, dès que tu as commencé à délivrer, eh bien, sur quoi tu as touché tes commissions, sur quel contrat, simuler combien tu vas toucher, comme je le disais, à partir du forecast. Donc, tu as tout dans ta main. Donc, déjà, c'est clair, il y a des règles, on peut comprendre, on peut communiquer aussi avec ton back-office pour savoir quand tu as des questions à poser. On a même, avec de l'IA, créé un chatbot qui répond aux questions en temps réel depuis les portables. Le Sympa. petit nom du chatbot? C'est le chatbot intégré dans Acheron, qui est le nom de l'application. D'accord. Voilà. Vous n'avez pas mis un Siri, un nom, quelque Non. chose, Non, pour l'instant. un Luca? On en a à choisir son chapeau. Donc, Très bien, parfait. Merci infiniment à tous les deux. Pour ma part, c'était un plaisir de vous présenter Top Liners, cette série de 4 podcasts sur l'efficience, l'efficacité commerciale. Nous avons parlé de beaucoup de sujets. Je vous encourage à les écouter si vous n'avez pas encore écouté les 3 autres épisodes. Vous les retrouvez sur toutes les plateformes de podcasts que vous avez évidemment l'habitude d'utiliser. Pour ma part, je remercie évidemment mes compères. J'espère que nous aurons l'occasion de nous reprêter à l'exercice. Évidemment, merci infiniment Laurent merci Simon à toi. et merci Frédéric Bonnevon. Merci Mathieu, merci Laurent. Merci Frédéric. Merci à tous, vous êtes sur Be Smart for Change, vos programmes continuent.